Alors, Michel Gonin est directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école polytechnique au laboratoire Le Prince Ringuet. Après une thèse sur les noyaux chauds à Strasbourg, il a travaillé quelques années aux États-Unis, puis au CERN. Et là, ses travaux sur la mise en évidence du déconfinement des quarks et des gluons lui ont valu la médaille d'argent du CNRS, c'était en l'an 2000. Et depuis 2006, il travaille en lien avec l'expérience T2K au Japon dans le domaine de la physique des particules. Alors qu'on ne s'y trompe pas, il a parlé de nouvelle physique, et effectivement aujourd'hui il va nous évoquer des questions fondamentales, notamment sur la composition de la matière à l'échelle la plus élémentaire. Nous allons parler d'expériences aux dimensions proprement titanesques. Nous allons également parler de disparition de l'antimatière. C'est ce genre de questions-là qu'on va entendre pendant l'exposé de Michel. Je lui passe la parole. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup et merci à mon département, au département de physique, de me donner cette opportunité de vous parler des neutrinos, parce que je pense qu'en physique des hautes énergies, on connaît un peu mieux le boson de Higgs, le LHC, le CERN, etc., à cause de l'actualité. Mais je vais essayer de vous convaincre que les neutrinos sont très très importants pour la compréhension de notre univers, et que c'est surtout aussi une recherche passionnante et super marrante, si j'ose dire. Donc effectivement, en 2006, on a créé le groupe Neutrino, mais c'est une tradition, on a repris une ancienne tradition de mon laboratoire, et j'aimerais signaler la présence de Pierre Puteaux, parce que les neutrinos au LLR, c'est très important, parce que Pierre et d'autres ont fait partie de la fameuse expérience Gargamel, qui a découvert les courants neutres, et si la Garrigue n'était pas décédé, tout le monde sait que c'est lui qui aurait eu le prix Nobel. Et peut-être pas Carlo Rubbia. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Non, en tout cas, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réactivé cette tradition et cet amour, parce que c'est presque de l'amour, hein, cet amour pour les neutrinos, et j'aimerais vous faire partager cet enthousiasme durant cette petite heure qu'on va passer ensemble. Voilà, donc, je suis membre de l'expérience T2K au Japon, et récemment, on a rejoint l'expérience Juno en Chine. Je ne suis pas tout seul, j'ai un groupe, membres du LLR qui sont présents. Si vous pouviez lever la main, juste où vous levez, voilà. Merci d'être là. Plus des thésards qui sont au Japon, et toute une famille d'anciens postdocs disséminés en Asie et aux États-Unis. Donc, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. C'est d'abord quelques rappels sur la physique des hautes énergies et le modèle standard, et surtout les neutrinos et les oscillations de neutrinos. Après, quelques mots sur le prix Nobel, hein, puisque c'est un des objectifs de ce séminaire, c'est de vous expliquer un peu ce prix Nobel. En connexion avec ce prix Nobel, les expériences en cours, parce que je fais partie de ceux qui pensent que si le prix Nobel a été attribué, c'est parce qu'en particulier dans T2K, on a fait une découverte, et bon, c'est ainsi que va la science. Donc les expériences en cours, pas toutes les expériences, hein, la communauté neutrino est quand même assez importante, mais elle est plus importante à mes yeux. Et après, je vous expliquerai, ou je vais aborder l'aspect un peu théorique de ce cours, qui ne sera pas très long, en essayant de vous expliquer un peu avec les mains les conséquences du fait que justement les neutrinos, contrairement à ce qu'on pensait pendant une quarantaine d'années, les neutrinos ont une masse et ne sont pas sans masse, et ça a des conséquences très très importantes au niveau du modèle standard. Et enfin, je terminerai, si vous n'êtes pas trop fatigué, par les perspectives et les futures expériences en fait en rapport avec cette physique justement au-delà du modèle standard. Donc voilà. Alors justement, je vous parlais du modèle standard, de la physique des particules. Donc ici, vous avez la description, l'image qu'on a de ce modèle standard en physique des hautes énergies. D'un côté, on a les constituants fondamentaux, les fermions. Ce sont en gros les acteurs du film que serait la formation et l'évolution de notre univers. Et de l'autre côté, les bosons, avec différentes particules responsables des interactions. Donc, dans le modèle standard, en fait, on a une symétrie entre les interactions. Vous voyez, on a des particules élémentaires, et les fermions, que sont les constituants
de la matière. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que, d'abord, ici, vous avez différents types de bosons. Les gluons, par exemple, sont responsables des interactions fortes. Ici, on a le fameux boson de Higgs, dont vous avez dû en entendre parler, qui est responsable de la masse des particules et d'une brisure importante du vide. Et vous avez les bosons de jauge, qui ont été justement, avec ce fameux courant neutre et Gargamel, qui ont été découverts dans les années 80, qui sont responsables des interactions faibles, la radioactivité, et le photon, que vous connaissez bien, qui est l'interaction électromagnétique. Et en fait, ces quatre particules se réunissent à très haute énergie dans une force unique, une unification des forces, qui a été établie il y a une vingtaine ou trentaine d'années. Donc ici, vous avez donc les interactions, hein, la dynamique, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai mis le scénario, la dynamique de l'évolution et l'interaction entre particules. Et ici, vous avez les spectateurs, les acteurs, pardon. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez trois familles de fermions. Et en fait, ces familles sont complètement identiques. Elles se répètent, mais elles augmentent chaque fois en masse. Et la particularité des deux familles ici que vous voyez, c'est qu'elles sont instables. Alors, en connexion directe avec ce que je vais vous dire, ici vous avez les quarks, donc ce sont des particules qui sont sensibles aux interactions fortes et aux interactions électromagnétiques puisqu'elles sont chargées. Mais ici vous avez surtout les leptons. Un lepton que vous connaissez bien, c'est l'électron. Eh bien, il existe deux autres électrons dans la nature, beaucoup plus lourds, qu'on appelle le muon et le tau. Et à ces leptons sont associés justement les fameux neutrinos, et les neutrinos donc existent dans les trois familles, neutrino-électron, neutrino-mu et neutrino-tau. Et ces neutrinos sont de types différents, soit associés dans le cadre du modèle standard, avec le muon pour le neutrino mu, avec le tau pour le neutrino tau, etc., etc. Voilà une description rapide de ce modèle, et comme je viens de le dire, ces familles-là, c'est-à-dire la première famille, la deuxième famille et la troisième famille, et on augmente en masse, ici on y reviendra sur la masse des fermions, ces familles-là sont instables, c'est-à-dire n'existent pas dans cette salle. Il y a en principe, sauf accident cosmique, puisqu'il y a des rayons cosmiques qui arrivent de temps en temps, mais sauf accident cosmique, il n'y a absolument que des quarks U, des électrons et aussi des neutrinos, parce qu'il y a de la radioactivité naturelle. Alors, justement, regardons un peu plus en détail ce côté lepton des fermions, c'est-à-dire des constituants élémentaires. Et donc, il existe l'électron, le mu et le tau, comme je vous l'ai dit, et donc, associé à cet électron, et c'est une symétrie fondamentale du modèle standard, hein, c'est-à-dire que, qu'on traduit par SU2, ça veut dire que ces deux particules-là sont intimement associées, c'est-à-dire qu'elles sont complètement équivalentes. C'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie, si vous voulez. Et si on en produit une, on va en produire l'autre, etc., etc. Donc il y a vraiment une symétrie cachée ici qu'on ne voit pas, mais cette représentation ici traduit vraiment ces symétries. Donc on a ces trois familles et donc les trois types de neutrinos. Et ce que je dis là, c'est que les neutrinos sont vraiment des particules à part, hein, dans le modèle standard. D'abord, parmi les fermions, c'est-à-dire les constituants élémentaires, ce sont les seules particules qui n'ont pas de charge électrique. Et ça a des conséquences fondamentales, comme on va le voir. En plus, elles ont cette particularité, c'est qu'elles sont gauches, comme on dit. C'est-à-dire que ce sont des fermions, donc elles ont un spin 1,5. Et on peut projeter ce spin sur n'importe quel axe que vous choisissez arbitrairement, et de n'importe quel axe que vous allez choisir, la projection sera plus ou moins 1,5. Et il se trouve que pour les interactions faibles, qui est une des interactions, pour les interactions faibles, cette projection a particulièrement une importance. Et donc, en principe, pour chacune de ces particules, vous avez deux états de projection possibles, plus et moins, plus 1,5 et moins 1,5, qu'on représente, si on représente par exemple le spin comme une rotation d'une particule sur elle-même, qui est une approximation très grossière et classique de la notion de spin intrinsèque, ça veut dire que vous allez avoir qu'un sens de rotation pour les neutrinos et que les neutrinos droits n'existent pas. En revanche, et c'est très important pour la théorie, les antineutrinos droits existent, donc dans l'antimatière. Donc, donc ce qu'on appelle hélicité ici, c'est simplement la projection du spin 1,5 sur la direction du mouvement de la particule. C'est une définition. Donc il n'y a qu'un état d'hélicité, qui est l'hélicité gauche, contrairement aux autres particules. Donc c'est une autre particularité.
Enfin, les autres différences notables pour les neutrinos par rapport aux autres particules élémentaires, c'est d'abord qu'elles ont des masses, et on va y revenir, hein, en long, en large, en travers, si j'ose dire, pas trop, mais elles ont des masses très très faibles comparées aux autres masses des fermions. Et enfin, parce qu'elles ne sont pas chargées et que parce qu'elles sont des leptons, les leptons, je ne l'ai pas dit, mais ne sont pas sensibles aux interactions fortes, hein, donc une des trois forces fondamentales. Donc, comme elles ne sont pas chargées et qu'elles sont associées aux électrons, ce sont des leptons, ça veut dire qu'elles sont sensibles uniquement aux interactions faibles. Et ça veut dire qu'elles n'agissent pratiquement pas avec la matière. Et quand je dis pas, c'est vraiment pas, c'est très difficile à détecter, comme vous allez le voir, et il faut vraiment un flux de neutrinos très important pour avoir la chance d'en détecter un. Pour arrêter un neutrino de façon certaine, il faut 10 puissance 12 km de matière. Donc vous voyez que les neutrinos n'interagissent pas, ou très peu, et heureusement, parce que sinon on serait radioactif. Parce que les neutrinos, en fait, sont très très abondants. C'est-à-dire que si vous tendez votre main, là, et ben, par seconde et par centimètre carré, il y a quand même 60 milliards de secondes qui est en train de traverser ma main. Une partie qui vient des réacteurs nucléaires et une autre partie qui vient du Soleil. Donc, on ne les voit pas, ils ne nous voient pas, c'est très bien, parce que sinon, encore une fois, on serait super radioactif. Et c'est encore une fois une particularité par rapport à l'ensemble des particules élémentaires du modèle standard. Donc vous voyez que ça fait beaucoup. Pendant 40 ans, on a pensé que la masse des neutrinos était nulle parce que ça arrangeait le modèle standard, justement à cause de cette histoire d'hélicité et de transformation de Lorentz qui pose des problèmes, etc. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas et donc il va falloir réfléchir et cogiter à trouver les solutions. Voilà. Alors un peu d'histoire sur les neutrinos, juste pour ceux qui ne les connaissent pas bien. Donc en fait, ils sont nés dans l'esprit d'un théoricien, Wolfgang Pauli, en 1931. En fait, il a supposé l'existence des neutrons, qu'ils appelaient à l'époque, mais enfin en 1932, on a découvert les vrais neutrons, donc on a vu que ce n'était pas des neutrons. Dans les phénomènes de désintégration radioactive et de conservation d'énergie, il fallait postuler l'existence d'une particule neutre qu'on ne pouvait pas voir, etc., etc. En 1934, c'est Fermi, qui a vraiment d'abord baptisé le neutrino et qui a du coup élaboré la première théorie des interactions faibles. Et longtemps, vous voyez ici, je cite ce que Hans Bethe disait en 1934, Hans Bethe qui a quand même eu le prix Nobel en 1967 pour son explication de l'énergie solaire. Ce qu'il disait en 1934, c'est qu'on ne pourra certainement jamais détecter un neutrino, et c'est un exemple un prix Nobel peut se tromper, heureusement. Et donc, on a détecté les neutrinos. La première détection des neutrinos est en 1956 aux États-Unis, avec des détecteurs proches d'un réacteur nucléaire, expérience d'ailleurs suggérée par Pontecorvo, un physicien théoricien italien qui a une importance considérable en physique des neutrinos. En 1958, il y a la preuve, une très belle expérience, elle aussi, peut-être, enfin je ne sais pas pourquoi je dis aussi, mais elle aurait mérité certainement un prix Nobel, une très belle expérience de Brookhaven qui a montré que les neutrinos sont toujours d'hélicité gauche, justement. En 1962, toujours à Brookhaven, aux États-Unis, un laboratoire que je connais bien, une expérience a montré en fait qu'il existait plusieurs types de neutrinos, ça a à voir avec ces différentes familles. Jusqu'en 1962, on pensait qu'il n'y avait qu'un type de neutrino qui était associé, par exemple, au neutrino électron. En 1962, on a montré qu'il existait différents types. Et enfin, en 1968, on a détecté des neutrinos électrons solaires. Alors, les neutrinos, on ne les voit pas, mais je vais quand même vous les montrer. Et ce, grâce aux magnifiques photographies qu'on a des chambres à bulles, c'est-à-dire les anciens détecteurs qui n'existent plus maintenant. Et ce que vous voyez ici, c'est... Vous voyez ici, vous avez un faisceau quelconque, hein, ça n'a pas d'importance, on a une interaction première et secondaire, et ici, ce que vous voyez, c'est que vous avez produit une particule et une autre particule. Donc ça, c'est une photographie, ce n'est pas une reconstitution, c'est une vraie. Hein. Vous voyez avec vos propres yeux ce qui va se passer. Et ce que vous voyez, c'est que cette particule, à un certain moment, elle va changer de direction, là, subitement.
Et ça, l'unique explication de ce changement de direction à 90 degrés, elle n'est pas rentrée dans un mur hein, ou dans un autre noyau parce qu'on verrait des débris, ça veut dire qu'il y a eu émission d'un neutrino. Évidemment, on ne le voit pas puisqu'il est neutre, mais il y a eu émission d'un neutrino. Alors pour les sceptiques, il y a un événement qui est encore plus spectaculaire. C'est cet événement-là, vous voyez la particule, et puis un premier changement de direction. Alors il faut le voir, il se superpose avec, ça ce sont des électrons, vous voyez, on a un champ magnétique intense, donc tout ça ce sont des électrons. Mais vous voyez, il y a un premier changement de direction et un deuxième changement de direction, et là il y a deux émissions de neutrinos. Une fois on a une particule pion qui s'est désintégrée en muon avec l'émission d'un neutrino et une muon avec l'émission d'autres neutrinos. Donc voilà, si j'ose dire, la preuve expérimentale, l'équivalence de ce que Pauli et la désintégration bêta montraient. Voilà la preuve expérimentale que, si j'ose dire, que les neutrinos existent, mais qu'on ne voit pas. Alors, avant de passer aux oscillations, quelques mots sur la détection des neutrinos, c'est ce qui nous plaît beaucoup. Comment est-ce qu'on va détecter ces neutrinos qui sont pratiquement indétectables? Ce qui se passe, c'est que les neutrinos vont arriver dans nos détecteurs et ils vont voir de temps en temps un neutron ou un proton. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser le processus inverse de la radioactivité bêta ici. C'est-à-dire que neutrino sur neutron va nous donner un électron. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec cette réaction ici, vous allez chaque fois produire justement le lepton qui est associé dans le modèle standard, la symétrie SU2. Donc ici, vous allez produire l'électron et ici, vous allez produire le muon. Ce sont des particules à haute énergie, hein, puisque les neutrinos qui arrivent en général ont beaucoup d'énergie. Et donc, dans la matière, la vitesse des électrons va être supérieure à la vitesse de la lumière dans le milieu, évidemment, dans le milieu. Et donc, vous allez avoir un effet Cherenkov, c'est-à-dire une somme d'amplitude d'interférence constructive qui va vous donner un front d'onde, en fait. Et c'est ce front d'onde, cette émission de lumière en forme de cône, qu'on va détecter dans de grands détecteurs. Et évidemment, auparavant, il aura fallu s'assurer, et c'est pour ça qu'il y a un ensemble de vétos autour de ces détecteurs, qu'il y a bien une particule neutre qui est rentrée dans le détecteur. C'est comme ça qu'on les détecte, et en fait, avec la forme de l'anneau, alors ça, cet anneau, c'est remarquable. Hein. C'est remarquable parce que vous ne le voyez pas sur la diapo, mais ça, c'est une photographie de Super Kamiokande, donc c'est une grande cuve, et le diamètre du fond de la cuve, qui est à peu près ici, le diamètre fait 40 mètres. 40 mètres, donc vous voyez la taille des anneaux. Et en fait, la forme des anneaux nous permet, je dis nous parce que nous, on utilise ce détecteur dans ces deux cas, nous permet de faire la différence entre les neutrinos mu et les neutrinos électrons, c'est-à-dire entre les électrons et les muons. Donc voilà la technique. Il y a d'autres techniques, hein. Je ne vais pas passer en revue toutes les techniques. Et une détection spectaculaire de neutrinos a eu lieu en 1984, en fait, avec une explosion de la supernova SN 1987A dans le nuage, dans la galaxie la plus proche de la nôtre, hein, c'est-à-dire le nuage de Magellan. Et donc, il y a eu une explosion de supernova ici, c'est-à-dire une explosion d'étoiles. Hein, et ici, vous avez les événements qui ont été détectés, 11, et Kamiokande, qui est la première génération de ces expériences Cherenkov à eau. Kamiokande en a détecté 11 et a eu le prix Nobel en 2002 pour ça, associé à d'autres expériences. Et donc ces 11 neutrinos ici ont été détectés avec une distribution angulaire qui pointe comme elle doit pointer. Et ce qui est remarquable, c'est que ces neutrinos-là ont été détectés exactement 3 heures avant l'émission optique de l'explosion de la supernova. Donc ça colle absolument parfaitement avec les calculs. Les calculs montrent que 99% de l'énergie de l'explosion de la supernova, qui est absolument phénoménale, a été évacuée sous forme d'émission de neutrinos. Ça veut dire que 10 puissance 58 neutrinos ont été émis et Kamiokande en a détecté 11. Donc, ils ont eu beaucoup de chance. Mais donc, vous voyez, ça, c'est la naissance de l'astronomie et qui continue, comme vous allez le voir, l'astronomie en utilisant des neutrinos. Vraiment un événement spectaculaire. Ce qui est spectaculaire, c'est toute l'information qu'on a pu avoir en détectant ces 11 neutrinos sur justement l'explosion de cette supernova. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Par rapport au flux moyen, c'est quoi la augmentation ? Ah ben justement, par rapport au fond, ici tu as le fond, tu vois.
les muons cosmiques. Oui, oui, vas-y, taquine, je sentais. C'est ça la question. Oui, oui. Si les neutrinos sont arrivés 3 heures avant les photons, c'est qu'ils vont plus vite que la lumière. Oui. Alors non, et c'est pour ça que moi je ne croyais pas à l'histoire d'opéra, parce qu'en fait, d'après les modèles, ces neutrinos vont bien de façon plus lente que la vitesse de lumière, très proche, mais lente. Alors pourquoi ils arrivent avant ? Parce que les photons, comme les photons du Soleil, et comme tu le sais, hein, ils mettent un certain temps à sortir, en fait, les photons. Ils mettent même beaucoup de temps dans le Soleil à sortir. Ici, c'est pareil. En fait, dans la supernova, ils sont ralentis. Et les neutrinos, eux, ils ne sont pas ralentis. Ils sortent tout de suite. Mais je pensais que tu allais me poser la question, comment est-ce qu'on produit les neutrinos ? Mais puisque tu ne me l'as pas posé, je ne te réponds pas à cette question. Comment est-ce qu'on produit les neutrinos, s'il vous plaît ? Alors, les neutrinos, en fait, c'est très simple. Ils sont produits exactement avec ce processus-là, c'est-à-dire lors de l'explosion de la supernova et de la contraction de la matière sur elle-même, il y a une augmentation phénoménale de cette réaction-là. Et cette réaction-là va produire des neutrinos et, évidemment, vous allez avoir une étoile à neutrons. Et c'est comme ça qu'on produit ces neutrinos. Voilà, merci de m'avoir posé la question. Alors, juste un exemple de comment détecter les neutrinos, et pour vous dire que l'étude de notre cosmos qu'on ne fait pas nous directement, quoique Super Kamiokande le fait aussi, mais avec l'étude avec les neutrinos des trous noirs, des explosions de supernova et autres, continue. Il y a une expérience IceCube, qui est une expérience au pôle sud. Alors c'est une expérience extraordinaire, hein, puisque là, ce que fait IceCube au pôle sud, elle utilise la glace du pôle sud. Ce n'est pas l'eau qui va donner l'effet Cherenkov comme dans notre détecteur, mais là c'est la glace. Hein. Et voyez la dimension de cette expérience. Ici, vous avez la tour Eiffel, hein, donc la hauteur de cette expérience, là elle est à peu près de 2,5 km. Alors j'ai une petite simulation, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, comme toujours avec les... C'est un neutrino qui va interagir avec la glace, donc avec l'eau, hein, comme nous, et donc il va produire un rayonnement Cherenkov, et le long de ces lignes, ici, évidemment, vous allez récupérer le signal à la surface, et donc ici, vous avez la collection des données qui sont transmises par satellite. Et ici, vous avez un exemple de perforation du puits, ici, avec les câbles qui... c'est sur ces câbles qu'on attache les photomultiplicateurs pour justement détecter la lumière Cherenkov qui est émise. Donc voilà, cette expérience IceCube continue l'exploration des neutrinos qui nous viennent de l'espace, mais aussi fait des études sur les oscillations. Voilà, alors moi j'ai un ancien thésard, un X, un Brésilien, qui fait son postdoc dans IceCube. Alors il est un peu déçu parce que ça fait 1 an et demi qu'il y est et il n'est pas allé au pôle sud. Ceci dit, il est à Michigan, et Michigan, c'est au nord des États-Unis, et il me dit que de toute façon, 6 mois par an à Michigan, c'est pratiquement le pôle sud, donc, en tout cas pour un Brésilien. Donc finalement, en termes de froid, il a ce qu'il voulait. Voilà donc IceCube, un autre exemple de détection des neutrinos qui utilisent la lumière Cherenkov. Alors, comment est-ce qu'on va produire ces neutrinos ? Alors, bon, je pense que vous avez déjà compris que naturellement, on avait des neutrinos qui étaient produits et on les a utilisés pour faire de la science. Le Soleil, le cosmos, et en fait, il y a aussi l'atmosphère, c'est-à-dire les rayons cosmiques, quand ils arrivent de l'univers, c'est-à-dire du vide, hein, rencontrent la haute atmosphère, et ces rayons cosmiques vont produire une gerbe, et dans cette gerbe, il va y avoir une production intense de neutrinos. Donc c'est aussi une source naturelle. Après, dans les sources artificielles, il y a les réacteurs nucléaires, on les utilise et on va les utiliser. Et enfin, il y a la génération des accélérateurs de particules. Et les accélérateurs de particules nous permettent en fait de commencer à vraiment faire de la physique de précision, c'est-à-dire avec des accélérateurs de particules, on ne va pas prendre tous les neutrinos qui arrivent et essayer de
de faire le tri de ceux qui ne nous intéressent pas, etc., en termes de leur énergie. Ici, on va pouvoir vraiment faire de la physique un peu plus de précision, définir l'énergie, le type de neutrinos qu'on va envoyer, qu'on va faire osciller. Et un exemple qui est l'expérience T2K, mais je vais y revenir, c'est T2K au Japon, donc, où on utilise un laboratoire avec un accélérateur de protons de 30 GeV. Alors, quelques mots donc sur les oscillations des neutrinos et sur la base théorique de notre étude. Donc, je vous rappelle les trois familles, la famille stable et les deux autres familles instables, les trois familles des fermions du modèle standard. Et en fait, quand on vous montre cette représentation, elle est un peu simplifiée parce que dans la réalité, si j'ose dire, on pourrait par exemple, si on prend les électrons et les muons et les taux, à chaque particule, on associe une masse et ça ne change rien à cette image. Donc, on est correct. Par contre, pour certaines particules, c'est une des spécificités des interactions faibles, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire le neutrino-électron, ici, il n'a pas une masse bien définie. C'est-à-dire, si vous attrapez un électron, excusez-moi, et que vous le pesez, vous allez trouver une certaine masse, c'est toujours la même. Si vous attrapez un neutrino-électron et si vous arrivez à le peser, eh ben, de temps en temps, vous allez trouver une masse et de temps en temps, vous allez trouver une autre masse. Donc le neutrino ici n'a pas une masse bien définie, ces trois neutrinos. C'est vrai aussi pour ces trois quarks-là, par exemple le D, S et B. C'est une des spécificités du modèle standard. Ça veut dire qu'en fait, les familles sont un peu mélangées dans le modèle standard. Et on représente ça de cette façon. Vous voyez, ici, vous avez les états propres de masse, justement. Ici, vous avez l'état propre de masse nu1. Pour l'électron, par exemple, ça veut dire que cet état propre ici, en termes de saveur, c'est-à-dire de type de particules, ben, vous n'auriez que des électrons ici. Ce que vous voyez, c'est que l'état propre nu1 est essentiellement des neutrinos-électrons, mais il y a aussi une petite composante de neutrinos mu et aussi une petite composante de neutrinos tau. Donc ça veut dire qu'inversement, puisqu'ici vous avez des états de base, en fait, des états de base, alors il y a deux possibles, et ça c'est les résultats expérimentaux que je montre déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà mesuré en fait la hiérarchie de masse pour les neutrinos. En fait, ce qu'on a mesuré, pour être précis, c'est les différences de masse au carré, mais je vais y revenir tout de suite. Et on ne sait pas l'ordre, c'est-à-dire on a découvert qu'on a trois états de masse, deux très proches et un beaucoup plus lointain. On ne sait pas si l'isolé ici est le premier état de masse en termes de hiérarchie de masse, ou est-ce que le premier état de masse, c'est le doublet, si vous voulez. Donc ça, c'est important de lever cette ambiguïté, je vais y revenir. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a cette différence, soit ici, soit dans ce cas-là. Et donc le fait que les états propres de masse, ici, que vous voyez, ne sont pas identiques aux états propres de saveur, ça veut dire que vous allez introduire en fait une superposition d'états quantiques et surtout vous allez introduire le fait d'avoir des états non stationnaires, d'accord ? Puisque, par exemple, un état neutrino-électron pourra s'écrire comme un certain pourcentage de M1 plus un certain pourcentage de M2 plus un certain pourcentage de M3. Ne pas être dans un état propre d'énergie en mécanique quantique, ça veut dire ne pas être propre dans un état stationnaire. Donc, vous allez avoir des états non stationnaires. Donc, ce qu'il y a d'important, en fait, c'est qu'une masse différente de zéro, parce que si la masse des neutrinos avait été nulle, à ce moment-là, vous n'auriez pas ces différents états, donc vous n'auriez pas de superposition, et à ce moment-là, les neutrinos n'auraient pas vu le temps s'écouler, d'une certaine façon. D'accord ? Or, le fait d'avoir une masse veut dire que, quelque part, il y a une horloge qui coule pour les neutrinos, et donc un événement qui dépend du temps peut exister, comme les oscillations. Et c'est ça le prix Nobel, en fait. C'est les oscillations nous disent simplement que la masse est différente de zéro, et c'est déjà beaucoup, puisque longtemps, dans le modèle standard, on pensait que la masse était égale à zéro. Alors, ce que j'ai dit, c'est que, puisque certaines particules, les neutrinos et certains quarks aussi, ne sont pas états propres de masse ou ne sont pas états propres de saveur, s'ils sont états propres de masse, donc il y a un mélange entre ces deux états, et bien, dans le modèle standard, on traduit ce mélange par des matrices de mélange qui vont relier ces trois états-là à ces trois états-là. D'accord ? Et c'est ça l'introduction, ce mélange de familles, l'introduction de la matrice de mélange dans le modèle standard. Et ces matrices de mélange
pour les neutrinos et pour les quarks, moi je vais parler essentiellement des neutrinos, ont certains paramètres qui sont d'une importance primordiale d'un point de vue fondamental. Alors à partir de la mécanique quantique et à partir de la constatation fondamentale, mais ça c'est dû aux interactions faibles, qu'il y a une différence entre les états propres de saveur, c'est-à-dire le type d'électrons, et les états propres de masse, c'est-à-dire que chaque type de neutrino, excusez-moi, c'est-à-dire que chaque neutrino n'a pas une masse bien déterminée. Grâce à la mécanique quantique, on peut calculer l'évolution du système. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez produit un neutrino dans un état, il va évoluer. Et par exemple, ici, vous produisez un neutrino dans un état muon, eh bien, il va évoluer dans le temps. Et si vous attendez un certain nombre de secondes, années, ou ce que vous voulez, ben, il deviendra un neutrino électron. Par devenir, je veux dire, si vous mesurez son état. Et en fait, la mécanique quantique nous dit qu'on peut exactement mesurer cette probabilité en fonction justement des paramètres de la matrice de mélange. Alors vous voyez que c'est quelque chose d'assez compliqué, qui va dépendre des différents paramètres ici que je vous ai introduits un peu rapidement, et qu'on définit comme angle de mélange, et notamment la différence des masses au carré aussi qui intervient dans ces calculs. Donc, cette expression des oscillations est assez compliquée. Heureusement, elle se simplifie très souvent si on veut, par exemple, calculer ou mesurer que les angles de mélange. Après, si on va aller plus loin, et je vais y revenir, il va falloir utiliser les expressions complètes de ces probabilités d'oscillation. Alors, pour illustrer ce que je vous dis, prenons par exemple le cas d'une oscillation à 2 degrés de liberté en termes de saveur. C'est-à-dire, ici, vous avez produit un neutrino mu, et il va osciller soit en neutrino électron, neutrino mu ou neutrino tau. Et ici, vous avez l'étape intermédiaire, c'est-à-dire la propagation des états de masse. Ben, vous reliez, c'est ce que j'ai dit, mais ici, on est dans le cas à 2 saveurs, c'est beaucoup plus simple. Vous reliez les états de saveur aux états propres de masse par, justement, la matrice de mélange qui doit avoir certaines caractéristiques, notamment des conditions d'unitarité, etc. Et là, vous voyez, elle prend la forme d'une rotation. Vous passez d'une base orthonormée à une autre base orthonormée, d'accord ? Et bien, avec la mécanique quantique, vous pouvez facilement calculer, ce qu'on fait en petite classe très rapidement, vous pouvez facilement calculer la probabilité d'émission, d'oscillation du neutrino mu. Et très rapidement, cette probabilité d'oscillation, ou la probabilité de survie, qui va être de 1 moins quelque chose, et ici, vous voyez, à cet instant-là, vous avez produit votre neutrino mu, et ici, ça va être la distance parcourue par le neutrino mu, d'accord ? La distance, c'est-à-dire le temps, x égale vt, évidemment. Donc, vous voyez, vous avez ces phénomènes d'oscillation ici, c'est-à-dire vous allez avoir la disparition du neutrino mu avec l'apparition dans une saveur correspondante, soit électron, soit tau, ici. Et bien, ce qui est très important, c'est que les paramètres qui vont influencer ce mécanisme d'oscillation, c'est d'abord ces fameux angles de mélange, caractéristiques de la matrice de mélange, des masses au carré, des différences de masse au carré, c'est-à-dire M1 carré moins M2 carré. Malheureusement, ce n'est pas des différences de masse M1 moins M2, parce qu'on aurait pu à ce moment-là mesurer la masse absolue des neutrinos, alors qu'on va, avec le phénomène d'oscillation, simplement avoir une mesure relative d'une certaine façon. Et donc, il y a l'angle de mélange et la différence des masses au carré. Et l'autre, ça, c'est les grandeurs à mesurer. Et l'autre paramètre important, c'est l'énergie des neutrinos et les longueurs d'oscillation. Mais ça, c'est nous, expérimentateurs, qui décidons ou qui prenons ce qu'on nous donne, si on regarde le Soleil ou l'atmosphère. Mais dans les accélérateurs, on décide de l'énergie ou de la longueur d'oscillation. Donc, voilà la formule, pas très compliquée, et avec cette formule, on va pouvoir mesurer ce qui nous intéresse d'un point de vue fondamental. Et c'est ce qu'a fait 2 expériences qui sont devenues célèbres, donc, puisqu'elles ont eu le prix Nobel, Super Kamiokande et SNO. D'accord ? Ici, vous avez la publicité par le comité Nobel sur ces 2 expériences. Les 2 expériences ici, l'une est donc Super Kamiokande. Je vous en ai déjà un peu parlé, une grande cuve, 40 mètres de haut sur 40 mètres de diamètre, enterrée 1000 mètres sous terre, parce qu'on ne veut pas de bruit de fond, parce que c'est difficile de détecter des neutrinos. SNO, qui est aussi une énorme boule, elle, enterrée 2000 mètres sous terre.
Ils utilisent l'échelle Cherenkov pour détecter les neutrinos qui arrivent soit de l'atmosphère, soit du Soleil. Donc là, il n'y a pas de réacteur, il n'y a pas d'accélérateur. La grosse différence entre ces deux expériences, c'est que cette expérience-là ne peut détecter que les neutrinos d'un certain type, c'est-à-dire neutrinos électrons ou neutrinos mu, alors que cette expérience-là peut détecter les neutrinos électrons qui viennent du Soleil, mais elle détecte aussi l'ensemble des neutrinos, c'est-à-dire les neutrinos électrons, les neutrinos tau et les neutrinos mu. Et ça a un avantage parce que, initialement, vous ne produisez pas de neutrinos tau et de neutrinos mu dans le Soleil. Mais, à cause du principe du phénomène d'oscillation, vous pouvez avoir un certain nombre de neutrinos. Donc, elle peut regarder la somme totale des neutrinos, et c'est l'intérêt de cette expérience. Alors, ils ont donc étudié les deux, c'est-à-dire Super Kamiokande et SNO, les neutrinos qui sont émis du Soleil. Ici, vous avez, voyez, la détection des neutrinos. Ici, vous avez le bruit de fond, si j'ose dire. Et ici, vous avez l'orientation par rapport au Soleil, et vous voyez l'augmentation. Et donc, tous ces neutrinos-là viennent directement du Soleil. Et vous voyez qu'il y a un déficit. Il y a un déficit à peu près de 1/3. Ici, vous avez le spectre des neutrinos électrons qui a été étudié par SK, par Super Kamiokande et SNO. Et ici, vous avez les résultats comparés entre SNO et Super Kamiokande. Je ne vais pas rentrer en détail. Ce qu'il faut surtout voir, c'est ici. Ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Ici, vous avez les modèles théoriques. Vous voyez, le modèle théorique du modèle solaire qui prévoit un certain nombre de neutrinos. Et ici, vous avez les résultats expérimentaux, et donc avec le déficit observé ici, vous voyez, dans la remontée, qui est à peu près 1/3. Donc il y a un déficit de neutrinos électrons, et à l'époque, on avait un doute sur le modèle solaire lui-même. Est-ce que le modèle solaire était vraiment valable? Est-ce qu'on pouvait lui faire confiance à ce point-là? Et c'est justement SNO, ici, qui, en détectant les 3 types de neutrinos, a, une fois pour toutes, valider le modèle solaire d'une part, et du coup valider le phénomène de disparition des neutrinos solaires, c'est-à-dire les neutrinos électrons ici. Alors Super Kamiokande a eu le prix Nobel d'abord pour les mesures concernant le neutrino solaire. Ici, je vous montre une représentation de Super Kamiokande. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est une cube de 40 mètres de haut sur 40 mètres de diamètre. Ici, vous voyez la représentation d'un anneau Cherenkov. Ici, vous avez une photographie du détecteur avec les détecteurs de lumière qui sont accrochés sur la paroi. Là, le détecteur est vide. Actuellement, il est plein, il est rempli d'eau, il a beaucoup d'eau, et on va le vider prochainement, donc ça sera une occasion de faire de nouveau de très belles photos. Et ce que Super Kamiokande a fait, c'est qu'en fait, il a étudié les neutrinos atmosphériques, c'est-à-dire les rayons cosmiques qui produisent des neutrinos dans l'atmosphère. Et bon, on va supposer que Super Kamiokande est là, est plutôt ici, le Japon, mais enfin, il est là. Et grâce à l'orientation des neutrinos, Super Kamiokande a pu estimer, vous voyez, ça c'est l'angle polaire des neutrinos, Super Kamiokande peut estimer où le point exact où les neutrinos ont été produits. Et l'intérêt, c'est que ça revient à faire varier naturellement la longueur d'oscillation. Parce que dans la formule qu'on a vue tout à l'heure, L, évidemment, est la longueur d'oscillation. Et donc, on arrive à faire varier la longueur d'oscillation sans bouger le détecteur. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on varie la source ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit une disparition des neutrinos mu quand ils sont produits pratiquement à l'hémisphère sud, alors que pour les neutrinos électrons, il n'y a pas un phénomène d'oscillation qui est observé parce qu'on n'est pas tout à fait à la bonne énergie, etc., etc. Donc ça, c'est la disparition des neutrinos atmosphériques, les neutrinos mu, et donc ça, c'est l'autre aspect du prix Nobel 2015 décerné à Super Kamiokande et à SNO. Et donc la conclusion, comme je l'ai dit, c'est que les neutrinos ont une masse, en fait. Et c'est vraiment ça le résultat important. C'est d'abord qu'il y a un phénomène d'oscillation, il y a une disparition, on l'a observé, mais que les neutrinos ont une masse. Ceci étant dit, on n'a toujours pas la valeur absolue de cette masse, c'est-à-dire l'échelle absolue.
puisque ce qu'on a mesuré grâce aux oscillations, je peux revenir là-dessus, mais je suis passé un peu vite sur l'aspect théorique de la formule, mais on peut mesurer les différences de masse au carré, c'est-à-dire par exemple M1 au carré moins M2 au carré, mais on n'a pas une mesure absolue. Ce qui nous manque, si vous voulez, c'est le M mini, soit dans cet ordre-là, parce que nos expériences n'arrivent pas à faire la différence, comme je l'ai dit, entre cet ordre, entre les différents états de masse, ou cet ordre-là. Vous voyez ici, j'ai mis les paramètres qu'on a mesurés expérimentalement. Ça, c'est des mesures expérimentales. Vous voyez que c'est d'ordre de 10 puissance moins 3 électronvolts au carré, et ici, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 5 électronvolts au carré. D'accord. Alors, autant vous le dire tout de suite, d'un point de vue fondamental, vraiment fondamental, on s'en fout un peu de l'ordre, d'accord ? Mais là où c'est très important, c'est quand nous, on va mesurer dans les nouvelles générations d'expériences qui arrivent, la violation de CP, c'est-à-dire la différence entre la matière et l'antimatière, et ça, c'est un paramètre qu'il nous faut absolument pour pouvoir mesurer cette violation. Alors, les expériences en cours, donc ça, c'était le prix Nobel, les expériences en cours, je vous ai déjà parlé de IceCube, cette expérience extraordinaire au pôle Sud. Et bien, cette expérience donc est faite pour détecter, c'est la suite un peu de Kamiokande et l'explosion de la supernova. Donc cette expérience est faite pour détecter des neutrinos de très haute énergie. Et ils l'ont fait, ils ont fait la couverture de Science. Vous voyez ici, vous avez l'énergie des neutrinos qu'ils ont détectés, c'est à peu près des PeV, c'est-à-dire 10 puissance 15 électronvolts, donc c'est faramineux comme énergie, et ils ont détecté plusieurs points de source, etc. Donc ça marche très bien. Mais pour ce qui nous intéresse, ils font la même chose, ou ils refont la même chose que Super Kamiokande, mais au pôle Sud. Donc eux aussi, c'est un byproduct, ils arrivent à regarder les neutrinos atmosphériques, et ici, vous avez le superbe résultat ici de l'oscillation en fonction de la longueur d'oscillation. Vous avez la disparition des neutrinos mu. Et ici, je ne vais pas trop en parler parce que ça devient très technique, mais voilà le genre de résultats qu'on publie, c'est-à-dire les valeurs des angles de mélange et justement ces différences de masse au carré. Une autre expérience en cours qui a confirmé et de façon définitive l'oscillation des neutrinos est évidemment l'expérience T2K, à laquelle on participe, le groupe du laboratoire Le Prince-Ringuet. Alors, c'est une expérience qui se passe donc au Japon, qui a commencé à partir des années 2005-2006. Enfin, les premières données étaient en 2010. On produit des neutrinos muons. On produit des neutrinos muons à J-PARC, qui est un laboratoire. Tokyo est ici, vous voyez. Fukushima est à peu près ici, pas très loin. Et donc ici, on produit des neutrinos muons grâce à un accélérateur de protons avec différents étages, etc. Enfin, c'est un gros truc, quoi, pour parler trivialement. Et on produit donc des protons, et ces protons vont nous produire des neutrinos. Ici, vous avez c'est ici que tout se passe. Ça, c'est l'endroit magique de l'expérience. C'est un tunnel de désintégration qui fait 100 mètres de long, et c'est dans ce tunnel qu'on produit nos neutrinos. Alors, au lieu de les envoyer directement dans Super Kamiokande, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu loupé la cible. C'est-à-dire que, la Terre est ronde, donc de toute façon, il y a une inclinaison par rapport à la surface, mais on a un peu, et intentionnellement loupé la cible d'un angle de 2,5 degrés. Pourquoi ? Parce que justement, en loupant un peu la cible, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'en visant mal, on se mettait off-axis, comme on dit en anglais, et à ce moment-là, à cause de la cinématique de la désintégration des pions dans ce tunnel que vous voyez ici, naturellement, on va sélectionner l'énergie des neutrinos qu'on va envoyer. C'est ce que je vous disais, on veut commencer à faire de la physique de précision, donc on veut avoir une énergie, d'abord un type, uniquement des neutrinos muons, en premier ordre, et en plus, on veut une énergie bien précise. Et ce qu'on a fait, alors on n'a pas déplacé Super Kamiokande, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit ici cette ligne de faisceau en fonction de l'angle off-axis qu'on voulait. Et en prenant 2,5 degrés, en fait, pourquoi on a choisi 2,5 degrés ? Parce que ça correspond à une énergie, pour une distance de 300 km, ça correspond à une énergie de 600 MeV. Et 600 MeV, bingo, c'est là où la probabilité de disparition des neutrinos muons est maximum. Donc, c'est très très bien, parce que ce qu'on veut faire avec T2K, c'est pas tant la disparition des neutrinos, ça on l'a déjà fait. Ce qu'on veut, c'est voir l'apparition des neutrinos, l'apparition correspondante à l'oscillation.
qui dit oscillation dit une apparition d'un côté. Or, avant T2K, personne n'avait vu l'apparition des neutrinos. Donc c'est pour ça qu'on a cette expérience assez précise qui a coûté 300 millions de dollars à peu près, et on a eu des très beaux résultats. Alors voilà un des très beaux résultats. Donc voilà la prédiction théorique avec cette méthode qui est nouvelle, on était la première expérience à faire ça, off-axis. Voilà la prédiction théorique, et voilà exactement nos résultats expérimentaux. Vous voyez, vous avez un minimum, ce sont les neutrinos mu. Ici, vous avez ce qui est attendu, vous avez le rapport, donc vous avez la disparition, avec une probabilité ici de 1. Et donc, vous voyez que vous avez bien un minimum à 600 MeV, et ça remonte, et puis après on a des coupures, c'est expérimental. Et donc, on a ce absolument superbe résultat en termes d'oscillation de neutrinos. Ce genre de résultat, il y a 20 ans, tout le monde en rêvait. Mais nous, on est allé plus loin, et c'est ça l'originalité de T2K, c'est qu'on voulait voir l'apparition. Et donc, effectivement, les neutrinos électrons sont apparus alors qu'ils n'étaient pas là dans le faisceau. Un peu plus compliqué, mais ils étaient pas là dans le faisceau qu'on a envoyé de J-Parc à Super Kamiokande. Donc, ça veut dire que ces 28 neutrinos électrons qui sont dans notre détecteur Super Kamiokande correspondent à une oscillation, et ça correspond exactement à ce qu'on attendait. Ça correspond à une oscillation à la disparition de ces neutrinos mu. Ces neutrinos mu ont oscillé et ont donné les neutrinos électrons et l'apparition des 28 neutrinos électrons. Alors vous voyez, je vous disais que c'était un peu plus compliqué parce que expérimentalement, à J-Parc, on va aussi produire quelques neutrinos électrons qu'on va envoyer 300 km plus loin. Mais c'est vraiment du bruit de fond qu'on domine très bien. Et c'est à peu près 3 ou 4 événements sur les 28 événements qu'on a détectés. Donc c'est une vraie découverte, et c'est une découverte de l'apparition de saveurs en 2013. Alors il y a une autre expérience, toujours dans les expériences en cours, qui est l'expérience NOVA, qui est la version américaine de l'expérience. Donc il y a une compétition, et elle va continuer. C'est la version américaine de T2K. Donc NOVA est une expérience, elle utilise le Fermilab près de Chicago pour produire des neutrinos. C'est aussi une expérience off-axis, elle utilise cette technique pour avoir une énergie bien déterminée, d'accord ? Elle, par contre, elle a une longueur d'oscillation beaucoup plus longue, qui est de 810 km, et ça a aussi des avantages pour ce problème de hiérarchie de masse, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin bref, ça devient très technique. Mais elle fait aussi la même chose que nous, et vous voyez, elle voit aussi la disparition. Alors elle vient de commencer à prendre les données, donc elle est un peu en retard. Donc elle voit la disparition des neutrinos mu, et pour l'instant, elle n'a que quelques événements d'apparition. Et là aussi, on compare les différentes expériences. Je ne vais pas passer trop de temps parce que ça devient très technique, mais les premiers résultats qu'ils trouvent sont en parfaite, sont en accord, avec ce qu'on a trouvé. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et avant de vous parler rapidement, rassurez-vous, des futures expériences, quelques mots sur ce que je vous avais dit, enfin sur le titre de ce séminaire, c'est-à-dire la promesse d'une nouvelle physique. Alors ce qu'on pense d'une façon générale, ce que surtout les théoriciens pensent, c'est que le fait que les neutrinos ont une masse pose vraiment des problèmes au modèle standard, on va le voir rapidement, et qu'il pourrait y avoir un lien entre les neutrinos et différentes questions. La première question, c'est la grande unification, ce qu'on appelle l'échelle GUT, la grande unification des forces, puisqu'on pense qu'à une certaine énergie, à très très haute énergie, les forces qui sont décrites par les bosons que je vous ai montrés au début, les interactions fortes, faibles et électromagnétiques, elles s'unifient, il n'y a qu'une force en fait à la fin. Et le fait que la masse des neutrinos soit non nulle pourrait avoir un rapport direct avec cette échelle de grande unification des forces. L'autre rapport entre la masse des neutrinos et la physique au-delà du modèle standard, c'est la matière noire de l'univers. Vous savez que 27% de notre univers est composé de matière noire, et les neutrinos pourraient être des candidats ou pourraient avoir une influence sur la composition de cette matière noire. L'autre aspect de cette extension du modèle standard, c'est ce problème de hiérarchie de masse. Et là, on va y passer quelques minutes. C'est-à-dire que tant que les neutrinos avaient une masse nulle, ça les mettait à part, et donc on n'avait pas à se soucier de par quel mécanisme on allait leur
donner la masse. Maintenant, ils ont une masse, donc il faut une description cohérente de comment est-ce qu'on va y arriver, et puis je vais vous donner quelques indications. Il y a aussi ce problème de dimension supplémentaire, c'est-à-dire que, vous le savez peut-être, au LHC, en plus de la symétrie, que mes collègues de CMS du LLR espèrent trouver très très prochainement, il y a d'autres questions qu'on se pose, notamment notre univers pourrait, évidemment notre univers est à 3 dimensions ou à 4 dimensions, mais il pourrait exister des dimensions supplémentaires jusqu'à 10, jusqu'à 11. Et le fait que les neutrinos soient massifs pourrait être la première indication qu'il existe effectivement des dimensions supplémentaires. Et enfin, comme si c'était déjà pas assez suffisant, l'autre conséquence du fait que les neutrinos ont une masse, c'est ce problème de disparition de la matière. On se pose la question, on sait qu'au début de notre univers, non, qu'est-ce que je dis ? La disparition de l'antimatière, excusez-moi. On sait qu'au début de notre univers, et ça on en est absolument certain, on a créé à partir de l'énergie autant de matière, c'est le modèle standard, que d'antimatière. Or, aujourd'hui, notre univers est composé uniquement de matière. Donc la question, c'est un peu comme la disparition des dinosaures ou de l'homme de Néandertal, hein, c'est mais où est donc passée l'antimatière ? Et c'est vraiment une question de fond, et c'est plus que juste mais où est donc passée l'antimatière, c'est vraiment là aussi une porte ouverte sur la physique au-delà du modèle standard. Donc voilà les grandes questions. Alors, leur tourne, hein, donc je vais rapidement aborder quelques-unes. Donc, notamment, ce problème de hiérarchie de masse, hein, et est-ce que le mécanisme de Higgs est le bon mécanisme pour donner la masse des neutrinos. Le retour, donc je ne parlerai pas d'une matrice de mélange, etc. Et je reviendrai rapidement sur la disparition de l'antimatière de notre univers et comme quoi les neutrinos pourraient être à l'origine de cette disparition. Alors d'abord, à propos des hiérarchies de masse, je vous ai dit depuis le début que maintenant on savait que les neutrinos avaient une masse nulle, mais ce n'est pas avec les oscillations des neutrinos qu'on a mesuré la masse des neutrinos. On sait qu'elle est nulle, ce qui est déjà énorme. Par contre, on a d'autres expériences qui mesurent les valeurs supérieures. Pardon ? Non nulles, excusez-moi. Pendant longtemps, on a dit nul, donc c'est non nul, je te confirme, c'est bien, tu suis. Donc, elle est non nulle, et on a d'autres expériences qui nous donnent la valeur supérieure de la masse des neutrinos. D'accord ? Et donc là, on aborde le thème de la hiérarchie de masse. Et cette valeur supérieure, elle est à peu près de 0,2 électronvolts. 0,2 électronvolts en physique des hautes énergies, c'est ridiculement bas, quoi. L'énergie qu'il vous faut pour enlever un électron d'un atome d'hydrogène, c'est 10 électronvolts. Donc pour nous, c'est plus de la physique des hautes énergies. Donc 0,2 électronvolts, on est très 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 bas en énergie. Et comment est-ce qu'on obtient cette limite ? Et alors, il y a des expériences qui continuent un peu ce qui a été fait dans les années 30, hein, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer en détail, mais sur la désintégration bêta avec les spectres, etc. Mais ce qu'il y a d'original depuis un certain temps, c'est que la cosmologie aussi nous donne des valeurs supérieures sur la masse des neutrinos. Parce que l'univers est rempli de neutrinos, comme je vous l'ai expliqué, hein, et donc les neutrinos dans cet univers vont avoir l'influence gravitationnelle et autres, ou sur le fond de rayonnement cosmologique micro-ondes, etc. Et donc, l'ensemble de différentes expériences arrivent à ces valeurs supérieures. Juste une remarque, les derniers résultats de Planck, qui mesurent l'anisotropie de notre univers et du rayonnement primordial, ici vous avez les résultats, et bon, rapide, vous ne le voyez pas, mais cette distribution ici qu'on exprime en harmonique sphérique, si vous voulez, est sensible en fait au nombre de neutrinos. Donc ce résultat incroyable par Planck ici, c'est qu'on arrive à estimer le nombre de neutrinos et donc à confirmer en fait, grâce à la cosmologie, à confirmer qu'il n'y a que 3 familles de particules élémentaires puisqu'il y a 3 neutrinos. Et les principes de symétrie fondamentale nous disent que s'il y avait un 4e neutrino, il y aurait une 4e famille en fait. Donc elle n'existe pas et grâce là aussi aux mesures de Planck. Donc il faut retenir que la limite supérieure est à peu près de 0,2 ou 0,1 électronvolts sur les masses des neutrinos. Ça veut dire que les masses de neutrinos sont très très faibles. D'accord.
Alors, je vous ai montré les particules élémentaires du modèle standard, mais pour l'instant, je ne vous ai pas montré les masses effectives de ces particules. Donc ici, vous avez la distribution des masses. Ici, vous avez les fermions, d'accord, donc les constituants élémentaires, avec les trois familles. Vous voyez, on retrouve les trois familles. Et ici, vous avez l'échelle. Vous voyez, l'échelle, c'est semi-logarithmique, hein, c'est des GeV. Ici, vous avez un GeV. Comme référence, c'est la masse du proton. Vous voyez, donc 10 puissance moins 1, moins 2, moins 3. Ici, vous avez l'électron. Vous voyez que vous avez une augmentation progressive. Le plus lourd, c'est le quark top, qui fait 175 GeV. Et vous avez dans les bosons, c'est-à-dire les particules qui sont responsables des interactions, vous avez les fameux W et Z. Et enfin, le dernier qui vient d'être découvert, qui est le boson de Higgs, qui a 125 GeV. Ce n'est pas le plus lourd, hein, le top quark, il a 175, mais vous avez le boson de Higgs. Et vous avez un facteur ici de 10 puissance 5. Mais vous voyez que vous avez quelque chose de continu. Et le mécanisme de Higgs nous dit que c'est Higgs, justement, qui, en se couplant avec ces particules, leur donne la masse, hein, y compris le top quark. D'accord ? À côté de ça, vous avez des particules qui n'ont pas de masse. Et encore une fois, longtemps, on pensait que les neutrinos étaient dans ce paquet-là. Il y a les photons, que vous connaissez bien, et puis les gluons qui sont un peu particuliers, parce que les gluons, de toute façon, à l'état libre, ils n'existent pas. Donc, il y a le photon qui n'a pas de masse, et longtemps, donc, on mettait les neutrinos, mais maintenant, on sait que les neutrinos ont une masse, et donc, avec le facteur que je vous ai donné, c'est-à-dire 0,2 électronvolts, alors là, on tombe encore d'un facteur 10 puissance 7, d'accord, entre l'électron et le neutrino le plus haut en masse, d'accord. Donc, c'est difficile, d'un point de vue théorique, de comprendre pourquoi le mécanisme de Higgs pourrait aller aussi bas en termes de valeur absolue de masse, mais surtout, ce qui est difficile à comprendre, c'est le désert. Alors là, j'ai mis un désert qui n'est pas vide, hein, parce qu'il y a une caravane, mais c'est le désert, en termes de particules, donc en termes de masse, qu'il y a entre les électrons et les neutrinos. Donc là, on commence à déjà avoir de sérieux problèmes avec l'image du modèle standard et le mécanisme de Higgs, c'est-à-dire la brisure de symétrie pour le vide. Mais c'est pire que ça. Ça, c'est juste un peu au doigt mouillé, si vous voulez. Mais bon, la physique, c'est aussi souvent du doigt mouillé, et les meilleures explications doivent être simples, en principe. Quand ça commence à être trop compliqué, il y a d'autres problèmes. L'autre problème, et ça, c'est vraiment un problème de fond, c'est que alors, le mécanisme de Higgs, donc ce que le mécanisme de Higgs nous dit, c'est que le vide, en gros, hein, c'est schématique, est peuplé de particules qu'on appelle le boson de Higgs, qu'on a découvert. Et chaque fois qu'une particule rencontre ce boson de Higgs, elle va se transformer, si vous voulez. Et justement, là, on revient à ce problème d'hélicité gauche et d'hélicité droite. Donc, quand la particule rencontre le boson de Higgs, elle va changer d'hélicité, d'accord ? Et donc, une particule, par exemple, comme le photon, qui n'a aucune hélicité, elle ne va pas rencontrer le boson de Higgs, donc elle va avoir, il n'y a pas de pH, si vous voulez, elle passe et elle n'aura aucune masse, dans le vide. Hein. L'électron, vous voyez ce qui se passe, il va rencontrer de temps en temps le boson de Higgs, il va passer d'une hélicité gauche à une hélicité droite, d'accord ? Et ça va lui donner une certaine masse. Plus vous allez rencontrer le boson de Higgs, plus la masse va être élevée. Regardez ce qui se passe avec le quark top. Et donc le neutrino, on pensait qu'il était comme le photon, c'est-à-dire qu'il n'allait pas rencontrer le boson de Higgs. Et ça tombait bien, puisque le neutrino est uniquement d'hélicité gauche. Or, on sait que le neutrino a une masse, donc à cause de la transformation de Lorentz, je ne veux pas rentrer en détail, il doit quelque part avoir une hélicité droite. Et si on explique l'origine de la masse avec le mécanisme de Higgs, raison de plus pour avoir une hélicité droite. À ce moment-là, pour avoir cette masse très faible, de temps en temps, si vous voulez comme l'électron, un peu moins, il va rencontrer le boson de Higgs, et il y aura donc une hélicité gauche qui va se transformer en hélicité droite. Le problème, c'est que cette particule, on ne l'a jamais détectée. Elle n'existe pas. Alors, on peut croire au Père Noël, on n'arrivera jamais à démontrer que le Père Noël n'existe pas, mais là, on vient de créer une particule qui, du coup, n'interagit jamais. Jamais, pratiquement jamais, jamais. Déjà, les neutrinos gauches n'interagissent très peu avec la matière, mais alors là, du coup. Donc, d'un point de vue théorique, c'est pas du tout satisfaisant. Mais,
Mais, et c'est là où on a la connexion avec les dimensions supplémentaires, ce que disent certains théoriciens très sérieux, ces théoriciens nous disent que le neutrino, il est fantastique, parce que le neutrino, il n'est pas chargé. Il n'est pas chargé fortement, il n'est pas sensible aux interactions fortes, et il n'est pas chargé électromagnétiquement. Donc lui, il peut aller où il veut. Il peut notamment aller dans des membranes, etc., ailleurs, dans des dimensions supplémentaires. Donc ce qu'ils disent, et ce n'est pas de la science-fiction, c'est qu'en fait, il existe ce neutrino droit, mais il est dans des univers à 10 dimensions, à 11 dimensions. C'est là que intervient vraiment une physique très, très au-delà du modèle standard, avec des dimensions supplémentaires. C'est une explication de cette disparition du neutrino droit. Alors il existe une autre explication, d'accord, qui est aussi une physique au-delà du modèle standard. Alors là, l'explication, d'abord, elle fait l'hypothèse qui nécessite déjà un certain saut dans la compréhension de l'univers. C'est justement ce problème entre la matière et l'antimatière. On sait qu'on a les fermions, etc., et puis on a des antifermions, les antiélectrons, les antimuons. Enfin, nous, dans les expériences, on voit ça tous les jours. Donc on a vraiment une symétrie pour passer de la matière à l'antimatière, mais c'est très différent, quoi. Il y a la matière et l'antimatière. Et puis il y aurait peut-être une particule au milieu qui serait à la fois particule et antiparticule. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Majorana. Et à ce moment-là, si on fait cette hypothèse, on arrive à inventer un mécanisme dit de la balançoire, CISO en anglais, et en deux mots, ce mécanisme est le suivant, c'est-à-dire qu'effectivement, on aura toujours ce couplage au boson de Higgs, d'accord, mais vous voyez que ce couplage ici, c'est-à-dire qu'entre ce point-là et ce point-là, on aura effectivement un neutrino droit, mais ce neutrino droit, il va avoir une masse énorme, et donc, à cause du principe d'incertitude de Heisenberg, par exemple, il va vivre très très peu de temps. À notre échelle, on ne le verra jamais. Évidemment que si on était à l'échelle de la grande unification, on pourrait le voir. Justement, c'est pour ça que c'est un accès à la grande unification. Mais à notre échelle, on ne le voit pas. Il faudrait un zoom énorme, c'est-à-dire aller à très très haute énergie. Donc, on produit ce neutrino ici, effectivement, avec le boson de Higgs, de temps en temps, il sera droit, mais il n'existe pas. Enfin, il existe pendant un temps très très faible. Et il va... la deuxième croix, ici, il va rencontrer de nouveau un boson de Higgs et il va redonner le neutrino gauche qu'on connaît bien. D'accord ? Et en fait, ce qu'il y a de bien dans cette théorie, je n'ai pas le temps d'avancer en détail, c'est que ici, on a besoin d'une masse très très forte. Et en fait, la masse des deux neutrinos dans cette théorie-là, elle est couplée. De toute façon, la masse du neutrino de Majorana, la masse elle-même n'est pas donnée par le mécanisme de Higgs, évidemment. Et donc, il y a un couplage. Et plus le neutrino droit sera lourd, plus le neutrino gauche sera léger. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des neutrinos avec des masses ridiculement faibles, de l'ordre de l'électronvolt ou en dessous de l'électronvolt. Alors cette théorie-là a un autre avantage, c'est ce que je dis, c'est qu'elle brise d'une certaine façon la symétrie entre la matière et l'antimatière. C'est-à-dire qu'elle dit que le neutrino est égal à l'antineutrino. D'accord ? Et à ce moment-là, ça, pour faire court, ça pourrait être, c'est ce qu'on appelle la leptogenesis, c'est-à-dire ça pourrait expliquer la disparition de l'antimatière. Pourquoi ? Parce qu'au début de l'univers, à très haute énergie, on produit autant de neutrinos très lourds, puisqu'on a très haute énergie, que de neutrinos très légers. D'accord ? Et donc, en termes de désintégration, on va avoir une équivalence entre la matière et l'antimatière. Mais quand l'univers se refroidit, à un moment donné, on n'aura plus ces neutrinos très lourds. Et là, on va avoir une différence en un peu plus de matière que d'antimatière, et ça suffira pour, à la fin, n'avoir que de la matière. Donc, le fait d'avoir des neutrinos de Majorana et d'avoir ce mécanisme-là pourrait aussi expliquer, non seulement elle donne accès à l'échelle, parce que ce que je ne vous ai pas dit, mais c'est que cette masse-là, elle est bien au-delà de l'échelle qu'on voit ici, elle est au-delà. Donc elle donne accès directement à la grande unification, ou à des échelles vraiment très importantes, et en plus, elle pourrait naturellement, et sans trop tirer la théorie dans tous les sens, être à l'origine de la disparition de l'antimatière. Voilà. Je vous ai dit que je ne parlerai pas de la matrice de mélange, parce que là, non, certainement pas. Dernier aspect, c'est la disparition de l'antimatière. Je viens d'en parler
avec l'hypothèse de Majorana, c'est une hypothèse. Il y a une autre hypothèse, en fait, c'est que il pourrait y avoir une asymétrie beaucoup plus simple que ce que je vous ai décrit dans le modèle standard entre la matière et l'antimatière, c'est-à-dire une petite différence entre les deux. Alors, ici, vous voyez, j'ai représenté l'antimatière ici comme étant la matière réfléchie dans un miroir, parce qu'on passe de la matière à l'antimatière en changeant les charges. Un électron devient un anti-électron, et en plus, on est obligé d'échanger la gauche et la droite. Ça, c'est à cause des interactions faibles. Donc, en fait, ce phénomène d'asymétrie entre la matière et l'antimatière, c'est-à-dire la disparition de l'antimatière, c'est exactement le programme de recherche qu'on va avoir pour les neutrinos dans les 20 ans qui viennent. Et pour ça, alors là, ça devient un peu technique, hein, donc j'y reviendrai si ça vous intéresse, mais j'ai déjà beaucoup parlé, donc je sens qu'il faut que j'aille un peu vite. Mais tout ça pour vous dire que ce qu'on va mesurer, nous, c'est on va terminer la mesure de cette fameuse matrice de mélange. Et il y a un théorème très connu, et ça a d'ailleurs valu un prix Nobel à Kobayashi et à Masukawa, qui fait une relation entre une brisure de symétrie et la matrice de mélange et le nombre de familles. À l'époque, Kobayashi et Masukawa, en fait, c'était pour les quarks. Ils avaient observé une violation CP, c'est-à-dire une différence entre la matière et l'antimatière. Et grâce à leur théorème, ils avaient prédit l'existence de la troisième famille. Autrement dit, dans le modèle des quarks, non, pas dans le modèle des quarks, pour les quarks, je vais un peu vite, excusez-moi, on a vu en 1964 à Brookhaven une très petite différence entre la matière et l'antimatière, et grâce à ces travaux théoriques, cette très petite différence entre la matière et l'antimatière avait comme signification et donc comme prédiction l'existence d'une troisième famille qui a été découverte à partir des années 70. Donc c'était quand même assez extraordinaire. Alors nous, on sait qu'il existe trois familles. Nous, on fait les choses un peu dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va mesurer cette matrice de mélange, et si cette matrice de mélange est complexe, vous voyez, c'est cette phase-là, vous voyez, ça c'est un nombre complexe, ici on n'a que des nombres réels. Si cette matrice est complexe, alors il y aura une symétrie, une asymétrie entre la matière et l'antimatière pour les leptons, c'est-à-dire les électrons et les neutrinos. On sait que la symétrie est très faible pour les quarks. Donc c'est ça qu'on va faire dans les prochaines expériences. Ça, c'est donc les perspectives et futures expériences pour les neutrinos. On va continuer d'abord avec notre expérience actuelle, qui est T2K, qu'on va appeler T2K2. On va augmenter en intensité l'accélérateur pour produire... Vous voyez, on est passé en mode anti-neutrino. Notre accélérateur peut nous produire soit des neutrinos, soit des antineutrinos. Donc on est passé en mode anti-neutrino. Il va y avoir une compétition entre NOVA à Fermilab, à Chicago et T2K pour commencer à mesurer, vous voyez, la phase delta. C'est justement, est-ce que la matrice de mélange est complexe ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une asymétrie entre la matière et l'antimatière pour le secteur des leptons? Ici, vous avez les sensibilités. Bon, ça, c'est pour les fans. On peut y revenir si vous voulez. Alors, ça, c'est le futur immédiat. Pour le futur un peu moins immédiat, mais qui va venir, c'est Juno, et le groupe du laboratoire participe aussi à Juno. C'est une expérience en Chine. La construction entière d'un laboratoire, là aussi à peu près 300 millions de dollars. Ici, on ne va pas utiliser des neutrinos produits par des accélérateurs, mais on va utiliser des réacteurs, construits par des Français d'ailleurs, et on va se placer à 50 mètres des réacteurs. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va étudier le spectre. Ici, vous voyez, ça c'est le neutrino électron, enfin anti-neutrino électron, mais on s'en fout un peu, sans oscillation, avec oscillation à 50 km détectée par Juno. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces petites oscillations ici et la différence entre les oscillations, parce que là, justement, on va pouvoir mesurer la différence entre ce problème de hiérarchie de masse des neutrinos, hein, c'est-à-dire les deux états et le troisième état, etc. Donc le challenge, c'est d'avoir une très bonne résolution dans une expérience qui est quand même assez gigantesque, puisque Juno aura à peu près la taille de Super Kamiokande rempli de liquide scintillant. Enfin, je peux revenir en détail si vous voulez. Et au-delà, c'est-à-dire à partir de 2025,
Ben là, on va rentrer dans une phase où il y aura des détecteurs beaucoup plus gros, notamment Hyper Kamiokande, c'est le projet au Japon, à laquelle on participe aussi. Donc, Kamiokande, c'est le prix Nobel de la supernova. Ça, c'est le prix Nobel de l'oscillation. Et il y a aussi l'observation de l'apparition des électrons avec T2K. Et l'étape suivante, ici, c'est 50 kilotonnes d'eau, c'est-à-dire 40 mètres sur 40 mètres. Ça sera 20 fois Super Kamiokande, d'accord ? Ça coûte cher, mais on espère beaucoup que le prix Nobel qui a été décerné au Japon va aider à ce que ça coûte moins cher, aux yeux du gouvernement japonais en tout cas. Et j'ai illustré cette chose-là. Vous voyez, il y a une compétition entre T2K et NOVA, entre Chicago et le Japon, et cette compétition va continuer parce que ça, c'est le projet japonais auquel on participe. Voilà, bon, ça, je passe. Et l'autre projet concurrent, enfin concurrent entre guillemets, parce qu'ils sont complémentaires, c'est un peu plus subtil que ça. L'autre projet, c'est Dune aux États-Unis, qui a toutes les chances d'être approuvé aussi d'ailleurs. Toujours à Fermilab, mais là, vous voyez, on envoie des neutrinos beaucoup plus loin que NOVA, où c'était 800 km. Ici, on envoie à 1300 km dans une mine souterraine où il y aura des détecteurs différents. Ça ne sera pas du Cherenkov AO, mais ça sera de la ronde liquide. Enfin bref, ça devient technique. Et là aussi, c'est pour mesurer justement ce delta, c'est-à-dire cette phase, vérifier que la matrice est complexe. Et si delta vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2, on aura une violation maximum entre la matière et l'antimatière dans le secteur des leptons. Par contre, si delta vaut 0, à ce moment-là, la matrice sera réelle et il n'y aura pas de différence entre la matière et l'antimatière. Mais on fera aussi d'autres mesures sur d'autres sujets. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé et je vais m'arrêter ici. Merci.